présentation de toutsurlehockey.com. « 24 novembre 2021, bienvenue dans le TSLH podcast. Aujourd'hui, Matt et Pascal, on est présents avec vous à la maison pour un autre épisode. On va vous présenter en fait un bel épisode avec plusieurs sujets variés. Tout d'abord, on va revenir sur l'espèce de saga qui entoure le Canadien de Montréal avec l'espoir Jordan Harris. Puis, on va parler également des nombreuses sorties médiatiques qu'il y a eu de Marc Bergevin pendant la semaine, à commencer par une entrevue qu'il a donnée avec Pierre Lebrun. Puis, sa tournée médiatique a continué. Puis, il y a eu plusieurs affirmations intéressantes qui ont sorti de ça. Puis, on va conclure avec deux petites chroniques qu'on s'est préparées, moi et Pascal. On va se partir des discussions par rapport à ça. Pascal va nous parler des espoirs du Canadien de Montréal qui a scruté à la loupe dans les derniers jours. On va parler notamment évidemment, Jordan Harris parce que ça a été le sujet de l'heure. On va parler également de Sean Farrell. Je pense que tu l'as regardé, Pascal, je me trompe-tu? Oui, Sean Farrell. On va parler aussi de Goulet, Michak et Jekai, Arbor Jekai. Ouais, je pense que les gens qui nous écoutent vont apprécier justement que tu nous parles de ce défenseur-là parce que à la publication de ton texte, on a eu des commentaires comme quoi que ce défenseur-là avait beaucoup plu au camp d'entraînement, puis on n'entend plus parler. Donc, on est allé faire, en fait, Pascal est allé faire ses devoirs. Puis on va vous présenter ça dans le podcast et je vais conclure avec mon sujet de ma chronique qui sort un peu des sentiers battus de ce qu'on fait. Habituellement, on analyse des espoirs, on discute un peu des sujets d'actualité. Cette semaine, je vous propose une petite chronique sur les annonces qui ont eu lieu dans le cadre du développement du hockey au Québec. Des annonces gouvernementales, ça ne sera pas un discours politique, on s'entend, même si ça a quand même tout l'air de ça, les mesures présentement. Ouais. Mais je vais vous parler un peu de ce qui s'est pris comme décision, puis je vais vous donner mon opinion là-dessus parce que c'est un sujet qui me touche quand même beaucoup. L'épisode que vous écoutez est une présentation de Barbe Noire, notre commanditaire qui vous offre pour le temps des fêtes des superbes boîtes complètes avec des viandes fumées, bacon, jambon, saumon fumé, 2 bières, des cidres, livré à votre porte. J'attends toujours ma boîte, mais j'ai vraiment hâte de déguster ça. Honnêtement, ça va être excellent. Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook. Puis allez donner un petit pouce, allez liker la page Facebook Barbe Noire, des produits d'ici de qualité. Il y a peut-être de quoi qui s'en vient aussi. Là. On verra, là, il y a peut-être de quoi. on risque d'annoncer ça. Je sais que présentement, les produits de Barbe Noire sont disponibles à certains endroits, dont au métro Saint-Raymond-de-Portneuf. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent là-bas, mais vous pouvez vous procurer les produits là-bas. Pascal, cette semaine, on a pris la décision, on a discuté ensemble aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on en parle à nos auditeurs avant de commencer notre menu des sujets. On n'en a pas encore parlé à Max parce que ça n'a pas à donner, mais il va être avisé, c'est sûr. C'est juste que ça touche un peu les scoutcasts qu'on fait sur le podcast. On va réviser un peu la formule. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on se dit que des fois, trop, c'est comme pas assez. On va essayer de condenser notre contenu sur les prospects dans les épisodes qu'on fait. Exemple, ce soir, Pascal va nous parler des espoirs du CH. La semaine prochaine, on va avoir Simon Servant avec nous. On va vous présenter nos top 32 des meilleurs espoirs pour le repêchage, nos top 32 préliminaires.
Mais tout le contenu espoir, on va se faire des épisodes plus réguliers, au sens où on va cibler vraiment des sujets particuliers, puis on va venir parler de nos observations sur les espoirs, on va se créer des débats. On va vraiment condenser plus notre contenu au lieu d'explorer chaque espoir un à la fois. Ouais, tu sais, ce sera plus moi tout seul. Ça va être des échanges à deux à la place de moi puis mon corps de Batman. Ça va être moi puis le fan des pingouins en avant de moi dans la caméra. Tu sais, il va y avoir moins de répétitions parce que tu sais, veux pas la progression, comme on disait un peu en privé, la progression des prospects. Oui, c'est intéressant, mais si sur 5 épisodes, je parle 2 fois du même espoir, 3, tu sais, en tout cas, c'est peut-être que ça intéressera pas autant de monde. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus cibler 4-5 espoirs par épisode, peu importe, on va en parler, puis on en parlera vraiment plus tard dans la saison ou au travers des top 32 et tout, au travers du championnat du monde junior. Fait que tu sais, on va en parler quand même, veut pas, de la progression. Fait que je pense que ça va être plus intéressant pour l'auditeur. Puis moins redondant, puis moins lourd pour moi aussi, veut pas, mais même si, écoutez, je parlerai à chaque épisode au moins de 50 espoirs, ça me dérangerait pas, mais je pense pas que ça intéresse tout le monde autant que ça. Fait que je pense que c'est une bonne décision qu'on vient de prendre. Ouais, puis Max va sûrement nous rejoindre là-dedans. Je sais qu'il est occupé là, par rapport au travail, mais Max qui est comme notre responsable de scouter les espoirs déjà repêchés, c'est un peu le titre qu'on y avait donné, entre guillemets. Je pense que c'est une facette de TSLH Espoir qui était moins traitée puis qui était intéressé à la faire, mais on a tous des vies professionnelles, évidemment. Donc, quand ça va se calmer un petit peu, on va avoir Max aussi qui va se joindre à nous là-dedans. Donc, les Scoutcasts vont comme intégrer nos épisodes réguliers. Fait que soyez pas surpris si la formule là, sur les différentes plateformes change, mais le contenu va être tout aussi intéressant, sinon plus. Fait que pour être sûr de rien manquer, ben suivez-nous sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, YouTube aussi. On est pas mal partout. Exact. Fait que Pascal, cette semaine, on a eu droit à un beau retour de débat, si on peut dire, parce que c'est un sujet qui revient quand même assez souvent autour du Canadien de Montréal. Puis c'est la situation de Jordan Harris. Jordan Harris qui est toujours pas signé avec le Canadien de Montréal. C'est sa dernière saison NCAA. Donc, à la fin de la campagne, il pourrait se retrouver joueur autonome sans compensation. Pascal, comment tu vois cette situation-là présentement pour l'organisation? Ben, j'étais vraiment confiant cet été avec les entrevues qu'il a données à TVA Sport. Il se disait, tu sais, très, très content d'être dans l'organisation des Canadiens. Pour l'instant, il évalue pas partir, puis tout. Fait que là, j'étais comme, tu sais, pourquoi le monde est capote, là? Ça n'a pas rapport. Oui, c'est la 4e année, mais il disait que c'est vraiment important pour lui, l'école. Fait que, tu sais, j'avais confiance en ce qu'il disait, puis tu sais, c'était bien correct. Puis là, aujourd'hui, il y a un article qui est sorti de Marc-Antoine Godin. C'est ça, Emma Godin? C'est Marc-Antoine? C'est bon. Petit trou de mémoire. Qu'on salue d'ailleurs, qui nous suit maintenant sur Twitter, parce qu'il y a, il y a un internaute qui se plaignait un peu par rapport à ce texte-là, que les médias rencontraient les proches, puis les proches disaient tout le temps, dans le fond, le coach d'Harris a dit que c'était le meilleur défenseur aux États-Unis présentement. Puis je comprends un peu les gens, tu sais, qui voient ça comme du over-hype. Mais en même temps, il y a une interprétation à faire de tout ça. Tu sais, les médias rencontrent les gens pour avoir un portrait de l'individu. Puis c'est ça, l'internaute a comme mis ton texte, en fait, sur Jordan Harris pour dire que notre façon de voir les choses à nous était plus réaliste. Mais tu sais, on regarde les matchs, on les analyse. Fait que c'est une approche qui est différente, là. Ça, puis tu sais, son coach, il dira pas qu'il est mauvais. Hein. Il utilise 30 minutes par match. Tu sais, en moyenne, depuis le début de la saison, c'est 25 minutes et plus. Avec genre 6 minutes sur le power play des fois, tout le temps sur Piqué. Tu sais, m'amener, il aime son défenseur, il l'utilise tout le temps. Puis avec raison, il est super bon. Mais bon, bref, au niveau de mon ressenti par rapport à... On parlera plus de lui après, là. Mais par rapport à mon ressenti de la situation, l'article de Godin comme vraiment clarifié tout. Là. C'est quoi ce qu'il pense, le joueur? Comment il a été élevé? T'sais, sa mère en parlait à Godin. Il disait, dans le fond, elle disait que lui, ils l'ont élevé comme pas un meneur, mais tu sais,
suis ta propre voie. Il n'y a personne qui va dicter ce que tu fais. C'est vraiment toi qui décides ce que tu veux faire dans la vie. Fait que lui, tu sais, peu importe le nombre de personnes qui poussent dans le cul pour signer avec le Canadien, c'est lui qui va prendre la décision. C'est son chemin à lui. Donc, c'est vraiment ça qu'il va faire, tu sais. Puis il semble très confiant en ses moyens, mais pas confiant cocky, mais vraiment confiant juste bien élevé. Je sais pas comment l'expliquer, mais il semble vraiment une tête terre à terre. C'est ce que tu écris dans ton texte de résumé de Godin, là. C'est vraiment un gars de terre à terre qui sait ce qu'il veut faire dans la vie, puis qui va le faire, il va travailler pour, puis bref, une bonne tête. Puis là, il disait, par rapport aux Canadiens, pourquoi les jeunes, tu sais, Jake Evans en parlait un petit peu aussi dans l'article, il dit pourquoi les jeunes ils choisissent la NCAA, c'est pour demeurer 3 ou 4 ans dans ce circuit-là, puis avoir le choix à la fin de leur éligibilité pour tourner UFA, là, s'ils demeurent avec l'équipe qui leur a pêché ou qu'ils vont ailleurs. Tu sais, eux autres, peu importe, là, si on se met à la place de l'espoir, oui, c'est important la loyauté envers l'organisation, mais c'est aussi important d'évaluer si tu as des chances de faire l'équipe. Si tu n'as aucune chance de faire l'équipe, pourquoi tu irais avec eux autres? Ça fait 4 ans que tu te développes toi-même à l'université, tu arrives là, bon, tu peux choisir. Tu sais, moi, personnellement, si en ce moment, j'étais un ailier droit, j'irais peut-être pas chez le Canadien, tu sais. Parce qu'ils ont beaucoup d'ailiers droits, ils ont beaucoup d'ailiers, mais si c'était un centre ou un défenseur droitier, pas mal sûr que je choisirais le Canadien, surtout que j'avais 22 ans, puis j'étais un des meilleurs défenseurs au pays dans la NCAA, selon son entraîneur. Mais là, tu sais, pour Harris, il va avoir le choix, puis c'est correct. Si on regarde l'organigramme des Canadiens, ils ont beaucoup de défenseurs gauchers. Ils ont Goulet, ils ont Sherrod qui va probablement partir. Ils ont Norlinder, ils ont Struble, ils ont Harris, ils ont vraiment beaucoup de défenseurs gauchers. Est-ce qu'il y a sa place? Moi, je crois que oui. Norlinder, il peut le tasser quand il veut. Il y a Romanov aussi. Est-ce qu'il y a sa place sur le top 6? Selon moi, oui, mais lui, comment qu'il le voit, ça, je ne sais pas. Si le Canadien signe 2-3 vétérans avant le mois d'août, il va avoir pas mal plus d'idées de bon, OK, ils veulent vraiment pas faire de place aux jeunes, je vais signer ailleurs. Fait que, tu sais, lui, son idée est pas faite encore. Il a pas parlé avec d'autres équipes. Il n'a pas encore le droit, je pense. Il faut que quand même le Canadien donne l'accord à son agent de parler avec d'autres équipes. Donc là, tu sais, je suis peut-être pas inquiet. Je suis pas inquiet. C'est comme s'il part, ben that's it. C'est tout. Il y en a d'autres des défenseurs gauchers dans l'organisation, puis c'est bien correct. C'est pas un dieu sur glace, Jordan Harris. C'est plate. C'est un très bon joueur. Tu sais, c'est un très bon espoir qui va peut-être jouer top 4, top 5, top 6 là, dans sa carrière. T'sais, oui, il est petit, mais il est à des années-lumière de Victor Mété au même âge. Là. Probablement, il n'a pas été rushé, ça aide. Mais mon ressenti, c'est vraiment peu importe ce qui arrive, c'est bien correct, c'est lui qui va le choisir, puis ça ressemble pas à être un caprice. C'est plus, je vais choisir la meilleure option pour moi. Puis, tu parlais de l'organigramme du Canadien de Montréal. Oui. On parlait de Norlinder, on parlait de Romanov, on parlait de Struble aussi. Considérant la présence de tous ces espoirs-là, tu as un Jordan Harris qui branle dans le manche un peu à savoir s'il vient avec Montréal. Tu as des chances de le perdre un peu. Penses-tu que l'organisation devrait se permettre de l'insérer dans une transaction pour aller chercher justement un meilleur joueur, ou on garde le statu quo puis on espère que Harris décide de venir à Montréal? C'est une option. Tu sais, veux pas, c'est vraiment une option pour l'organisation de faire ça, mais avant de le faire, il faut que tu t'assoies avec lui. Tu sais, regarde, là, j'ai l'option de t'inclure dans un échange pour taille ailleurs. Voilà l'équipe avec qui je t'enverrai. Puis voilà, tu sais, mais si tu veux rester avec nous, on veut le garder. C'est vraiment notre option numéro 1. Parce que tu sais, le Canadien, là, ce gars-là, il est important pareil dans l'organigramme dans leur depth chart. Là. Il est important pareil. Les défenseurs gauchers de ce type-là, on n'a pas vraiment. Oui, il est petit, mais c'est un expert de la relance. Puis ça, vous voyez à soir contre les Washington, vous l'avez vu il y a 2 matchs. Vous le verrez probablement au prochain match. Ils ont de la misère là-dedans. Fait que, il y a une place pour lui, là. Puis, sous cette même veine-là, je te dirais que présentement, de la façon que Mathias Norlinder joue,
Je pense que l'organisation va tout faire en sorte pour que Harris signe à Montréal. Puis c'est pas parce qu'il joue de façon exécrable, Norlinder. Mais ce qu'on a souligné, ce qu'on a observé de lui en Suède, ressort présentement. Il a connu un bon premier match. Qui ne connaît pas de bons premiers matchs dans la Ligue nationale? Sincèrement. C'est du nouveau. C'est rare. C'est nouveau. Ouais, c'est ça, c'est du nouveau. Puis on est comme, il nous surprend. C'est parfait. T'as l'adrénaline. Quand t'es un joueur, t'as l'adrénaline que c'est ton premier match dans la Ligue nationale. T'as fait ton rookie lap. Les gars t'ont craqué dans le vestiaire toute la journée même. Ils t'ont craqué. Tu sais, c'est rare, là, un premier match, là, que c'est dégueulasse à la glace, là. Tu as de l'énergie à revendre, c'est sûr, mais après ça, quand ça retombe, là, tu reviens à la norme. Puis tu sais, malheureusement, l'autre volet, c'est du côté des partisans. Tu sais, quand on aime un joueur, on a tendance à l'évaluer de la mauvaise façon. Norlinder joue un bon premier match, puis soudainement, on l'aime, puis on pense que c'est lui la solution, mais puis là, quand je pense que c'est quand même une minorité qui pense ça. Mais le deuxième match, tu sais, il y a eu beaucoup d'erreurs, puis ça n'a pas bien été, là. Puis, tu sais, justement, je pense que, parce que là, Brett Kulak est blessé, il est même pas dans le voyage de 3 matchs. Fait que, soit contre Buffalo, contre Pittsburgh, Norlinder devrait jouer. S'il continue sous le même type de performance, d'après moi, l'organisation va se regarder et vont dire là, il faut donner un grand coup pour Harris, il faut vraiment le convaincre. Par contre, ben, avec le texte qu'on a lu aujourd'hui de Marc-Antoine Godin, ben, c'est lui qui va décider. Puis Bergevin l'a dit, puis on reviendra sur la tournée médiatique de Bergevin parce qu'il a été questionné à ce sujet-là. Et Bergevin qui dit c'est Harris, puis si Harris veut jouer à Boston, ben s'il décide ça, on peut pas rien faire. Ben, c'est vrai, tu sais, à un moment donné, il y a pas un joueur, tu peux pas forcer un joueur à signer. C'est clair, là. Tu peux pas. C'est ça. Fait que, puis je pense que Harris, comme tu dis, est bien intentionné. Je pense que, tu sais, c'est ça, c'était l'expression terre à terre, moi, qui me sautait aux yeux. Tu sais, le gars a jamais mentionné qu'il voulait jouer dans la Ligue nationale dans la vie. Tu sais, ça en dit long, là. C'est dans le sens que lui, il voulait aller chercher un diplôme. Il veut avoir quelque chose après le hockey. Puis moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle au titre que ce gars-là, s'il connaît du succès avec le Canadien puis qu'il signe, ça pourrait être une tête de capitaine un jour, tu sais. Puis je veux pas m'avancer trop loin sur parce que s'il est pourri, il sera pas capitaine. On s'entend là. J'ai rarement vu un capitaine être pourri puis pas faire l'équipe là. Mais tu sais, si les astres s'enlignent puis son développement se passe bien, ben l'attitude que ce gars-là m'a démontré dans les entrevues avec The Athletic, ben c'est une attitude de capitaine. C'est pas une attitude comme certains joueurs de la NCAA qu'on a vus, puis qu'eux, ils ont dit ouvertement « Je ne veux pas signer avec cette équipe-là ». Ouais. C'est complètement différent, je trouve, la situation. Puis l'autre point que j'ai aimé aussi dans le texte de Godin, c'est la partie de Jake Evans. Moi, je me souvenais pas que Jake Evans avait été dans cette situation-là. C'est sûr que c'était un choix de 7e ronde, fait que les gens étaient peut-être moins ça se parlait pas mal sur HF Board, vestiaire.ca, puis tous ces forums-là. Là, ça se parlait pas mal, puis ça le chiennait, ou ça l'encensait pour rien. Ça demeure un 7e choix. Mais tout s'entendait pour dire qu'il y avait le potentiel d'atteindre la Ligue nationale de hockey. Mais le tapage médiatique un peu dans ce moment-là, ben pas médiatique, mais des fans qui sont initiés, mettons, là, qui suivent ça plus qu'un peu que la moyenne, là, ben, c'était beaucoup trop gros pour rien, tu sais. C'est sûr qu'à Harris, ben, il est troisième choix, tu sais. Fait que là, tu peux... normal qu'il y ait un peu plus de hype, là. Puis surtout que, ben, il y a un problème en défensive des Canadiens au niveau de la relance. Fait que c'est sûr que ce gars-là, il remplit beaucoup de cases, là, tu sais. Puis le débat sort le lendemain d'une mauvaise performance de Norlinder, parce qu'on se le cachera pas, là. Si Harris signe pas à Montréal, Norlinder, il est mieux de bien jouer. Ouais. Parce que là, ça ira pas bien. Là.
Fait que ça met de la pression. Tu sais, je comprends que c'est un merdier, ça met de la pression en plus sur l'autre qui aura pas le choix, dans le fond, de devenir le défenseur que tout le monde s'attend qu'il devienne. Tu sais, je veux pas, Romanov peut jouer à droite, Nolina peut jouer à droite. Il y a quand même des options, mais ça donne des assets au DG en place pour une denrée quand même assez rare pour aller chercher d'autres choses, comme un défenseur droitier ou bien un centre, peu importe, d'autres choix repêchage. Harris peut éventuellement, comme tu disais, devenir un asset pour du management, là, pour une transaction. Ouais, pour une transaction, pour gérer ses atouts. Devient un atout pour acquérir peut-être de quoi d'intéressant à droite, en défensif. Mais tu sais, il y a Logan Mailloux aussi, mais ça, on en parlera plus tard. On en parlera une autre fois. Mais tu sais, c'est ça. Fait que moi, je suis pas inquiet, parce que tu sais, je suis un fan de hockey, je suis un fan du Canadien, oui, mais surtout de hockey. Puis moi, Harris qui joue avec Montréal ou Boston ou peu importe qui, tu sais, je serais bien content qu'il va être rendu dans la nationale de hockey. Hein. Tu sais, ça me touche moins pas mal que, mettons, 5, 6, 7 ans. Washington vient de scorer un autre but. Tu vois, ouais? Ah, ben, je suis en retard, moi, sur mon terminal. Tu viens de me spoiler. C'est-tu Ovechkin? Tu sais pas? C'est un joueur que je pense que oui. Bon, il doit s'en venir, le but, là. Parce que moi, c'est encore 4-2, là, sur mon board. Je confirme que c'est 5-2. Bon. Deuxième sujet de la soirée, on en a parlé un petit peu en parlant d'Harris tantôt. C'est Wilson, c'est Ovechkin qui a fait la passe primaire. Ben c'est parfait, j'ai les deux dans mon pool. Puis, une petite pensée je me souviens pas c'est qui a mis ça sur Twitter. Il y a un lecteur de la presse, je pense, qui a écrit comme de quoi que Ovechkin n'avait même pas d'affaire à être dans les plus grands de tous les temps parce qu'il fait juste se parquer puis tirer au filet puis que ça a aucun rapport d'être dans la même catégorie des Gretzky. Le gars, il a genre quoi? Je pense qu'il y a 3 ou 4 passes à soir. Il y a 3 passes, mais tu sais, c'est un gars de 6 pieds 2, je pense, 240 livres. C'est un train. C'est un train, mais peu importe. Je pense que le seul gars que j'ai vu vraiment ramasser solidement, mais chez les Canadiens surtout, là, je pense que c'est genre Bouillon, puis une fois Markov, je me souviens. Non, Markov, c'était Lucic. Vraiment Bouillon. Le seul que j'ai vu sortir la hanche puis te le sortir. Mais sinon, il est tough en maudit. Là. Oh, ouais. Oh, ouais. Bref. C'est un Miro Shnichenko, mais en vraiment plus talentueux. Tu mets Mishkov et Miro Shnichenko dans le même joueur. Ah, c'est ça. Ouais, tu sais, non, t'as peu. Mais moi, j'aimerais, parenthèse encore là, sur Ovechkin. C'est sûr que je suis dans le clan de Crosby. Là, les chandails que j'ai en arrière de moi m'en tiraient sinon. Là, mais j'aimerais tellement ça, voir de mes yeux là, le record être battu. Là. Ça serait fou, raide. Un record, tu sais, un vrai record, pas genre le plus grand nombre de points en série avant d'atteindre 21 ans, puis là, mettre un joueur pas rapport avec des légendes. Ouais, c'est plus 4 buts. plus genre ou mettons, comme on a vu cette semaine avec Ryan Poehling, que son nombre de buts par match le place dans la même catégorie que les Elias Pettersson et tout ça de son année repêchage, ou en tout cas, c'est une grande statistique de Grant McCagg. C'était merveilleux. Mais bref, parenthèse terminée. On va revenir sur notre deuxième sujet de la soirée. On l'a effleuré un peu tantôt. C'est la tournée médiatique de Marc Bergevin. Puis je commencerai tout de suite avec son entrevue qu'il a donnée avec Pierre Lebrun. Un entretien qui a passé complètement dans le vide. Je me suis réveillé un matin, puis je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun blog qui avait parlé de ça. Il n'y avait pas de grand monde qui en avait parlé. Ça avait passé plutôt sous le radar. Marc Bergevin qui s'est assis avec Pierre Lebrun, qui a parlé de la saison, comme de quoi qu'il souhaitait toujours améliorer l'équipe, mais qui était très déçu de l'effort de son club sur la glace. Puis que le manque d'effort est ressenti depuis le camp d'entraînement. Ouais. Il trouve que c'est flat et il trouve qu'il n'y a pas de commitment dans le jeu, puis même peut-être dans le vestiaire.
Puis j'en viens à l'affirmation, moi, qui m'a fait finalement écrire un texte là-dessus. C'est l'annonce de Carey Price, l'annonce du départ de Carey Price. Pour les auditeurs, on va la rappeler, c'est quoi l'affirmation? C'est que Marc Bergevin s'est fait rencontrer par Carey Price, disant qu'il allait rentrer dans le programme d'aide de la Ligue. Puis c'est Marc Bergevin qui est allé annoncer ça aux joueurs dans le vestiaire. Et puis, Marc Bergevin a mentionné à Pierre Lebrun que c'est comme s'il avait assommé les gars dans le vestiaire. Personne s'y attendait. L'impact a été assez important. Pascal, est-ce que tu penses que ça pourrait expliquer la tenue de l'équipe présentement, la façon qu'on est désordonné sur la glace, qu'on n'est pas là mentalement? Est-ce que ça pourrait être un facteur qui influence les joueurs actuellement? Ben, moi, je pense que oui, au début de la saison. Ça a dû être un maudit choc. Là. Sérieusement, là, pour avoir déjà été dans des équipes, l'esprit de corps, c'est vraiment important. C'est quasiment plus important que le talent que tu as dans l'équipe. Puis de savoir qu'un joueur était en détresse un peu. Je sais pas ce qu'il y avait, là. On ne sait pas nécessairement. Oui, il y avait des problèmes de consommation de quelque chose, mais on ne sait pas vraiment. Puis, mais de savoir qu'il était en détresse un peu, que tu l'as pas vu, que tu aurais peut-être pu l'aider, puis tu n'as pas pu, ça doit être quand même tough. Donc, d'après moi, ça a eu vraiment un coup de massue sur l'équipe. Au niveau du moral, puis tout, ça c'était pas là. Puis ça a joué sur leur début de saison. Mais là, depuis ce temps-là, it's on them. Là, les excuses, puis c'est pas vraiment une excuse. Je comprends, là, ton meilleur joueur n'est pas là, ton capitaine n'est pas là, ton deuxième, troisième meilleur défenseur, Edmondson, il est pas là. T'as plus de vétérans dans l'équipe. Je comprends tout ça, c'est des bonnes excuses quand même, mais it's on them. C'est vraiment, là, c'est à eux, là. Et un peu de fierté. Faut m'amener, faut se mettre à avoir plus d'efforts sur la glace. Ça arrive, là. Ça arrive contre Détroit. C'est arrivé le dernier match. Mais sinon, là, la constance de l'effort est zéro. Là, ils sortent une fois de temps en temps. Puis après ça, ils vont se recoucher pendant 2-3 games. C'est frustrant pareil pour Benjamin. Il peut pas aller sur la glace. Ducharme non plus, il peut pas aller sur la glace. Pourtant, c'est eux autres qui mangent beaucoup de marde. Mais là, il faut regarder les joueurs, vraiment beaucoup. Moi, personnellement, Bergevin, je le vois plus là. Je pense que les joueurs non plus le voient plus là. Parce que tout le monde disait que ça n'aura pas d'impact, le contrat de Bergevin, mais ils l'ont dit, ça a un impact, ils y pensent. Donc, moi, personnellement, la faute, là, j'ai trouvé, c'était qui la faute, là? J'ai 3 coupables. J'ai les Pingouins en 2020. qui ont choqué. Ils ont choqué, qu'ils ont pas battu. Puis c'est vraiment à cause de ces maudites séries-là que Bergevin a encore son travail. Ils ont fini la moitié de la première ronde en 2020. Je parle au repêchage. Qui ont signé plein de joueurs. Puis c'était légitime, Edmondson, Anderson, Toffoli. C'était légitime, ça. C'est bien correct, là. Avec la liste. Je comprends. Ouais, c'était légitime. Ouais, mais c'est ça, c'était légitime parce qu'ils ont gagné. Mais si tu te fies au plan général de l'équipe, où l'équipe était rendue à ce moment-là, c'est des signatures qui n'avaient pas lieu d'être. Non, ils vraiment ont signé à cause. Je comprends ton point que les Pingouins sont coupables. Ces signatures-là ne seraient jamais arrivées si les Pingouins avaient pas choqué. Benjamin ne serait plus là. C'est sûr certain qu'il ne serait plus là. Ensuite, ils ont eu une deuxième chance. Toronto a choqué. Solidement choqué. Puis, Carey Price, le troisième coupable, évidemment, qui sauve la job à tout le monde depuis qu'il est là. Depuis les 10 dernières années, il sauve la job à tout le monde, sauf les coachs une fois de temps en temps, que le DG sent un peu trop de chaleur, là. Mais c'est vraiment les premiers coupables Pingouins. Si mettons, là, ils avaient perdu contre les Pingouins ou contre Toronto, Benjamin ne serait plus là. On n'aurait pas repêché Logan Mailloux. Il y a plein de signatures qui ne seraient pas passées, puis le reset aurait eu lieu pour de vrai. Ah oui. Probablement que le reset, là, serait terminé. C'est quoi? Moi, là, j'ai longtemps milité pour que Thomas Tatar soit échangé à cette date limite-là.
On se disait tous les deux, Tatar va rapporter un choix de première ronde à cette date limite-là, puis il en aurait rapporté un. C'est pas cette année-là que Blake Coleman a coûté un choix de première ronde. Ouais, Goodrow aussi. Puis tu sais, mettons là, tu te fais battre par Pittsburgh, tu te ramasses 9e au repêchage, tu repêches un très bon joueur, t'échanges Tatar, t'as un top 20, peut-être que Goulet aurait été là, top 20. Oui, tu ramasses Goulet de toute façon. Puis un autre espoir. Ou Mercer. Oui. Mercer. Mais sacrément, Mercer, ferais-tu du bien un peu? C'est ça. C'est vraiment, tu sais, c'est des si. Mais tu sais, je comprends qu'il ait pris une chance, là. Il a dit 10 matchs, les jeunes ont été bons. Parfois, on y va. Puis, tu sais, Kotkaniemi, toutes ces affaires-là. Après ça, Drouin, Bergevin, son contrat. Tu sais, il y a tellement des affaires qui se sont passées croches, là, à cause des Pingouins. Faudrait que je fasse un texte là-dessus pour me faire ramasser dans les commentaires. Pas rapport. C'est à cause des Pingouins. Non, je pense que je marquerais c'est à cause des Pingouins. Écoute, je veux pas tourner le fer dans la plaie encore. J'aime pas vivre dans le passé, mais on n'a pas le choix, tu sais. C'est un événement. Le Canadien, on va le rappeler encore. Puis moi, c'est pour ça, tu sais. Moi, c'est pour ça que Bergevin, tu sais, dans sa tournée médiatique, il a jamais mentionné que c'était canné, il allait revenir à Montréal. Il a confirmé qu'il n'y avait pas d'offre sur la table présentement. Fait que l'avenir est encore flou pour Bergevin. Moi, Bergevin, c'est terminé parce que je trouve que c'est trop dommageable ce qui s'est passé cette année-là. Tu as échangé Scandella, Kovalchuk. Tu échangeais des joueurs dans le but que tu faisais pas les séries. T'sais, Montréal vendait prudemment. Il vendait prudemment parce que les séries n'étaient plus accessibles. La COVID tombe. C'est ça. Marc Bergevin n'a jamais été dans les extrêmes dans sa gestion. C'est un peu son style. Ça a toujours été, je veux améliorer mon club, mais je veux pas brimer le futur. Je veux échanger mes assets, mais je veux pas démolir mon club. Ça a toujours été... Je veux atteindre les séries. Mais tu sais, Molson ne veut pas y aller. Je suis sûr, même s'il dit pas, là, je suis sûr. Tout le monde est sûr. Molson dit, je veux du monde dans les estrades. Ben oui. C'est évident, là. Puis là, ben c'est ça. À cette date limite-là, on n'échange pas Tatar. Moi, j'étais en sacrement. J'étais comme, c'était l'occasion de soutirer de quoi. Finalement, la COVID arrive. On rentre en ronde préliminaire. On bat les Pingouins. On tient tête aux Flyers. Après ça, ben, on connaît l'histoire, là. Si les Pingouins avaient gagné, Tatar était probablement échangé dans l'été, avant le repêchage. Puis j'ai le repêchage devant moi présentement. Puis c'est le choix de Minnesota, je pense, qui aurait dû être celui des Canadiens. Je me trompe-tu? Ouais, t'aurais eu le choix entre Rossi, Perfetti, Askarov, Lundell, Jarvis. Non, mais c'est parce qu'écoute, là, c'est là que je voulais en venir, là. Montréal aurait eu Seth Jarvis et Caden Goulet dans son alignement de prospect. Je pense qu'il aurait pris Seth Jarvis qui joue, là. Seth Jarvis qui joue, puis il joue mieux que Jesperi Kotkaniemi qui a été échangé par le Canadien. Fait que c'est tout un backlash qu'il y a eu là, à cause de cette série-là. Là. Ouais, c'est fou. Là. Que tu prennes Rossi, Perfetti, Askarov. Askarov aussi, ça aurait été un bon choix. Avec le recul, là, c'est pas un mauvais choix. Lundell, Jarvis. D'après moi, il aurait pris Lundell ou Rossi. Là, c'est comme des joueurs typiques de Timmins. Là. Sauf qu'à ce moment-là, Kotkaniemi venait de connaître des bonnes saisons. Fait qu'il aurait probablement pas pris un centre. On connaît le Canadien, il repêche aux positions. Là. Fait que peut-être plus Perfetti ou bien Jarvis. Ouais. T'as raison. Perfetti, même Perfetti joue au centre. Fait que c'est sûr que à mon avis, ça aurait. Mais à mon avis, ça aurait été le meilleur joueur disponible. Fait que oui, il aurait pu le prendre. Mais dans tous les cas, je veux dire, ça n'a aucun sens. Puis là, après ça, toutes les signatures ont découlé à cause de cette ronde-là. Tu sais. Ouais. Fait que, puis c'est pour ça qu'on a continué à croire qu'on était une équipe aspirante. Mais combien de fois on l'a dit dans le passé que construire une équipe autour d'un gardien de but, c'est pas toujours winner. Puis on le voit cette année. Construire une équipe autour d'un gardien de but, dans 5 ans, on va pouvoir dire que le Canadien est bâti autour de Suzuki et de Caulfield. Mais d'ici là, on ne pourra pas dire ça. Ça va toujours être autour de Price. Puis
quand Price n'est pas là, ben ça donne ça. Ça donne un club de fond de classement qui n'est pas capable de gagner de maudite game. Puis tu sais, il était bâti. Je pense que Bergevin il a vraiment bien ciblé le genre de série qu'il allait avoir l'année passée. C'est-à-dire les équipes canadiennes étaient soft. Fait qu'il s'est construit une grosse équipe. Il s'est croisé les doigts. Puis ben, il a gagné son pari. C'est de l'improvisation à 100%. Là. C'est de l'improvisation. Là. Vraiment, vraiment. Il dit, OK, probablement que ça va être des grosses séries. On va espérer se rendre en troisième ronde. Là, ils battent Vegas. Écoute, j'étais à terre aussi. Puis là, il arrive contre la de Tampa Bay qui est 100 fois meilleur que le Canadien. C'est sûr qu'il allait se faire battre. Mais ils ont quand même livré un bon combat. T'sais, il a gagné son pari. Mais à long terme, je suis pas sûr que c'était des bonnes décisions. Je suis vraiment content d'avoir vécu ça, là, d'avoir pris pour mon équipe enfin. Là. Parce que là, en ce moment, je prends vraiment pas pour mon équipe. Vraiment pas. Surtout pour les 2 prochaines années de repêchage. C'était le fun. Mais à long terme, je pense pas que c'était la bonne décision. Puis tu sais, tirez-moi à une roche, là, je m'en fous, là. Mais c'est ça. Puis tu sais, là, Carey Price, avec tout ce qui se passe, là, la fenêtre, elle se ferme solidement. Elle, le Weber est fermé depuis depuis cet été. Petrie, ça va pas super bien. Tu sais, parce que Petrie, il est défenseur numéro 1. Il est pas capable de l'être. Mais t'as personne dans l'organigramme pour l'être à sa place. Et tu peux rien faire. Je comprends là, l'argument des blessures, puis c'est un facteur, effectivement. Oui. Il y a beaucoup de blessures au sein du Canadien. C'est un facteur qu'on retrouve ailleurs aussi. Tampa Bay n'a pas Kucherov, puis il n'y a pas Braden Point. Là. Mais ils ont quand même des ressources pour continuer de gagner. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un travail de recrutement et de développement il y a 5 ans. Pour que quand tu arrives dans une période où il y a beaucoup de blessures, tu as préparé ton club à ça, tu as de la relève, tu as du monde. T'sais, là, subitement, il y a des blessures, puis faut que Suzuki, faut que Caulfield traîne le club. Ça marche pas. T'sais. On l'a souvent dit, il y a trop d'écart entre le noyau de vétérans puis le futur noyau de l'équipe. Il y a trop d'écart, puis dans le milieu, il y a trop de joueurs moyen, tu sais. Fait que puis là, tu te retrouves avec juste des joueurs moyens présentement. Fait que c'est difficile. Vraiment difficile. Puis, tu sais, moi, je me disais, probablement que Bergevin, il se disait, bon, là, je vais essayer de signer un joueur cet été, mais là, Weber Paul, Price Paul, d'après moi, dans sa tête, Bergevin, c'était cette année ou rien, tu sais. D'après moi, il va partir, là. Ça fait longtemps que je le dis, là. J'avais dit, en fait, d'après moi, c'est seulement une présence en 3e ronde qui pourrait sauver le contrat de Bergevin, puis Christy est allé en finale de la Coupe. Fait que, tu sais, c'est quand même drôle. C'est comme reverse jinx. Mais, tu sais, là, l'année prochaine, est-ce que tu t'essayes? Tu sais, Bergevin, il sera pas là. Tu sais, je peux pas croire qu'il va revenir. Sérieusement, je peux pas croire. Le nouveau DG, est-ce qu'il va y aller? Parce que Price est encore là. Et sérieusement, je sais pas, tu sais. Moi, je verrais... Ben moi, je verrais une gestion un peu comme les Flyers de Philadelphie. Okay. Non, pas à ce point-là. Pas détruire le club au complet. Mais tu sais, les Flyers ont été capables de recruter des joueurs puis tu sais, des amener dans l'équipe sans nécessairement détruire au complet tout ton noyau. Ça se pourrait que ça revire comme ça un peu là, comme les Flyers. Tu sais, ils ont pas eu besoin d'aller dans la cave pour repartir complètement, mettons comme parce que là les Coyotes là, ça c'est un méga reset, là, c'est un méga rebuild. Puis ça à Montréal, en fait. ça à Montréal, je pense pas que ça passe. Honnêtement, je pense pas que tu vas vendre ça à tes partisans, puis Molson moi je pense que non, c'est ça, je pense que ça pourrait être vendu aux partisans. Au pire, tu auras 2000 personnes de moins, mais l'affaire, c'est que le trafic sur Internet les merchandise, tout ça, toutes les publicités vont s'acheter moins cher. Fait que là, ça fait mal aux revenus des Canadiens. Puis ça passe pas au niveau de Molson. Fait que d'après moi, c'est vraiment plus les propriétaires le problème. Même s'ils disent non, ils ont carte blanche. Fuck off. Non, c'est sûr que non. Fait que tu sais, là, c'est le nouveau DG qui va falloir qu'il vende sa salade. Il voit l'équipe, il va dire, je peux pas croire, il va dire, on y va, let's go, on a Price, on y va, let's go. Fait que tu sais, t'as quand même des options gratuites quasiment pour avoir des choix de première ronde. Vendre le contrat de Weber peut te donner peut-être pas un choix de première ronde, mais
t'as donné quelque chose pour, dans le fond, comme un peu que Brent Seabrook l'année passée. C'est-tu Brent Seabrook? En tout cas, son contrat est échangé pour qu'il soit mis sur la liste là, de blessés pour faire de la place. Ouais. Tu peux faire ça avec Weber. Tu sais, Price, personnellement, je dirais que finis ça jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, bref. Il y a tellement des options. Price va venir l'année prochaine, mais les séries sont pas atteignables. Selon moi, encore une fois, là, même si moi, là, Pascal, je donnerais 2 ans. Je mettrais la hache dans l'équipe qu'il y a présentement. Là. Moi, tous les contrats de 4 ans qui ont été donnés, je trouve ça complètement ridicule. Je donnerais 2 ans. Tu sais, les joueurs qui ont signé 4 ans, là, à partir de l'année prochaine, là, ça va être intéressant à échanger parce qu'ils ont du terme d'écouler. Le salaire va diminuer. Moi, je donne 2 ans. Edmondson, Toffoli, pas Anderson, j'imagine. Gallagher non Josh plus, Anderson, Petrie. Je le garderais. Petrie, je serais pas contre l'échanger, honnêtement. Ben, mais non plus. C'est juste que t'as personne. C'est ça l'enfer. T'as personne pour prendre sa place. T'as Maillot éventuellement. Ouais, mais je le connais pas assez pour connaître son potentiel. Fait que c'est pour ça que je veux pas fonder des espoirs sur ce gars-là. Mais tu sais, quand je regarde, tu sais, la raison, moi, pourquoi je dis dans 2 ans, faut que Montréal soit compétitif. Puis entre-temps, il faut s'organiser pour qu'il le soit. Fait qu'aller chercher des choix de première ronde. Puis à la limite, ça fera des espoirs à échanger pour dans 2 ans aller chercher des bons joueurs établis dans la Ligue nationale. C'est que dans 2 ans, Nick Suzuki va avoir 24. Cole Caulfield va avoir 22 et Kaden Goulet va être, à mon avis, dans la Ligue nationale à 21 ans. Ben oui. T'as Kaden Primo qui va être à 24 ans. Fait que pas mal son stage Ligue américaine, son plan qu'on établissait de 150 matchs va être terminé. Je pense que dans 2 ans, il faut que la prochaine cible, c'est que dans 2 ans, il faut que tu reviennes vraiment à l'aspect compétitif, que là, tu vas aspirer aux séries, peut-être même à la Coupe. Pas l'année prochaine, mais l'autre. L'autre, tu parles, OK, là, on vise réellement les séries. Moi, j'y allais plus pour 3 ans, mettons. Pas l'année prochaine, pas l'autre, mais l'autre. Oui, j'écoulerais 2 saisons, en fait. J'écoulerais 2 saisons, ouais. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus, parce que, tu sais, t'as Edmondson que tu vas pouvoir vendre, t'as Foley, Gallagher, éventuellement, pour une équipe aspirante, ça pourrait l'intéresser, même si ça me fend le cœur, sérieusement. Je pense que Gallagher va rester toute sa carrière. En fait, je pense que ça va faire comme Weber, mais plus jeune, c'est-à-dire qu'il va se ramasser à 36 ans puis il sera plus capable de jouer. Ça m'étonnerait bien gros qu'en haut de 35 ans, ce gars-là, il joue. On verra, là, mais sérieusement, il est magané, là. Mais tu sais, moi, je l'aime bien, là, joueur de profondeur, là. Il peut remplacer ce premier, deuxième, il peut jouer sur l'avantage numérique, sur le piqué aussi, mais tu sais, il a plus la vitesse, puis il est magané. À force de manger des shots de Weber, ses mains, il est magané, le petit Gallagher. Moi, je l'adore, tu sais. Oui, il a fait un geste de colon l'autre jour, mais c'est mon capitaine, tu sais, fait que non, j'ai rien à dire de négatif dessus, là. Mais tu sais, je pense qu'on a le même, tu sais, le reset, là, il peut être fait, là. Tu sais, pas une reconstruction, ça passera jamais. Mais il y a un petit reset vraiment bien fait pour, comme, finir la carrière de Price un petit peu, la carrière, en tout cas, le règne de Price, les 2 prochaines années, puis après ça, la 3e année, la vraie transition avec Primo, puis les jeunes qui commencent à être un vrai noyau, puis let's go. Non, je suis d'accord avec toi. Let's go. Mais il y a quand même il y a quand même du positif à en retirer dans l'organisation du Canadien de Montréal. Puis c'est pas avec l'organisation de la NHL, mais bien avec des prospects. Fait que c'est notre transition pour aller vers ta chronique, mon Pascal, d'aujourd'hui. Oui. On va parler des prospects que tu as regardés du Canadien. Je te laisse débuter avec celui de ton choix. On a quand même parlé beaucoup d'Harris tantôt. On peut en reparler un petit peu si tu veux, mais sinon, je pense que tu en as regardé d'autres, comme on disait au début. Mettons que je voudrais m'étendre un peu sur Harris, juste terminer un peu la boucle, puis en parler plus sur la glace. Tu sais, c'est vraiment l'homme de confiance de ses entraîneurs depuis quasiment la première année. Il va jouer dans toutes les situations.
Il est excellent dans sa zone, mais c'est un expert de la relance. Moi, je pense pas que son offensive va se transmettre dans la Ligue nationale de hockey. Les 30 points, là, s'il atteint la Ligue nationale de hockey, c'est sûr que s'il joue à Washington, ou bien s'il joue dans des équipes qui sont vraiment bons dans le développement et dans utiliser leurs jeunes, ça risque de faire plus de points. Mais avec les Canadiens, qui vont prendre leur temps puis tout, moi, je vois un gars qui va faire 25 à 35 points dans ses grosses années. Mais surtout, expert de la relance, dans sa zone, il a un bon bâton, il pèse 190 livres, je me souviens bien, 5'11", 190 livres, il est vraiment plus fort qu'on peut penser. C'est pas un gars physique, hein, vraiment pas, non. Il est pas capable de clearer le devant du net, vraiment, tu sais, le long des manches non plus, mais il sait comment défendre, l'angle d'attaque, il l'a vraiment bien, il est capable de bloquer les contre-attaques ennemis, bref, tu sais, il l'a quand même assez bien. Son offensive, sur le pipi, le power play, excusez. Sur le power play est quand même assez intéressante, mais en NCAA, tu sais, dans le national de hockey, je pense pas qu'il va jouer sur un premier power play. Il va peut-être jouer sur un deuxième, il a une bonne distribution de la rondelle. C'est pas un gars hyper créatif comme Norlinder l'est, mais il est plus stable. Fait que, tu sais, ça demeure un très bon joueur. Ce que j'ai vu dans le début de saison, c'est vraiment ça. Ce que je voyais l'année passée, mais il est plus fort, il est plus rapide. Fait que c'est vraiment la progression qu'il y a eu. Je pourrais en parler toute la saison, mais ça va toujours être ça. Cette année, il est plus fort et plus rapide que l'année passée. Il va produire un point par match. Peut-être, là, mettons 80%. Là. Puis il va être la pierre angulaire de la défensive de son équipe. Jayden Struble, je ne l'ai pas regardé. Avant que tu t'enlignes vers Struble, non, mais j'allais pas parler de lui, c'était juste pour en parler. Il est dans son équipe, okay. Il n'est pas à son niveau, il n'est pas au même niveau pantoute. Vraiment pas, il n'est pas à la même stabilité puis tout. Là. Non, c'est ça. Ben moi, je résumerais en fait Harris par l'affirmation qui est hyper sécurisant avec la rondelle. Ouais, vraiment. Il y a la rondelle avec lui, puis t'es en confiance. S'il est bien mal pris, il va faire un tip sur la bande. Il va la mettre dans une position où la puck va être sécuritaire, quitte à la ramener en arrière du filet pour recommencer la relance puis faire déplacer la pression d'un bord puis de l'autre. Moi, c'est ce que j'aime de lui, c'est qu'il se laisse pas intimider par la pression adverse. Puis c'est une très bonne chose, une chose qui manque aussi dans la défensive du Canadien. Entièrement d'accord. Puis tu sais, c'est une affaire que Bergevin avait dit aussi en entrevue, je pense, en parlant de Toffoli. Il disait, tu sais, moi, ce que j'aime bien d'un joueur, c'est quand la rondelle quitte la palette, est-ce que la rondelle est en sécurité? Ouais. Ou est-ce qu'elle est en zone dangereuse? Est-ce qu'elle a créé une chance de marquer? Ben, c'est ça. Harris, c'est vraiment ça. Norlinder, c'est pas ça. Romanov, c'est pas ça. Mais Harris, c'est vraiment... Puis Goulet, c'est ça. C'est exactement la même affaire. Puis c'est pour le prochain prospect que je vais vous parler. Là. Goulet, c'est pareil à ça. Sauf que l'aspect physique est différent. Ben, tu peux enchaîner tout de suite avec Goulet, Pascal, si tu veux. Moi, je l'ai regardé, mais au début de l'année, par exemple. Fait que moi, j'avais trouvé qu'au début de l'année, c'est ça, il venait vraiment tempérer la défensive des Raiders. Puis il était présidentiel. C'est une expression propre au TSLH podcast. Mais il avait une bonne prestance sur la patinoire. Il était très sécurisant. Puis il n'y a pas beaucoup de buts, là, tu sais, mais j'ai remarqué, en tout cas, les matchs que j'ai regardés, souvent ses tirs au but auraient facilement pu rentrer. C'est juste que lui, il prend plus des tirs pour donner des rebonds, donner des chances de déviation, puis tout ça. Fait que, toi, tu l'as regardé récemment. Au niveau de sa progression, ça dit quoi? Tu sais, il y a 2 ans, parce que c'est là qu'il a été repêché. Ce que je voyais de lui, c'est un gros shot, vraiment méchant. Quand même un bon patin. De la misère un peu dans les relances, quand même une bonne première passe, mais il manquait un peu d'assurance là-dedans. Souvent, il y a lobait, mettons. Puis même s'il y avait des jeux qui étaient... Il était trop safe, là. Il avait comme un peu peur de faire des mauvais jeux. Fait que c'était un peu trop imprécis par la bande des fois. Puis ce que j'ai 2 ans plus tard, maintenant, il y a encore un gros shot. Son offensive est créée, surtout avec son shot, en fait. Il va être capable de faire passer la rondelle de gauche à droite en offensive, sur l'avantage numérique ou à 5 contre 5. Mais
c'est pas vraiment un gars créatif en offensive. Il faut vous enlever ça de votre tête. Là. S'il joue sur l'avantage numérique, c'est pour son shot et rien d'autre. Mais il est excellent pour que la rondelle se rende au gardien de but assez bas pour créer du chaos en avant du net. Puis ça, c'est important d'en avoir en défensive de ce genre. Cet aspect-là de la ligne bleue, là, c'est une de ses meilleures qualités selon moi. Parce que oui, c'est tannant un gars qui fait juste shotter puis que il fait pas de passe transversale incroyable comme Norlinda, mais Suzuki, tu sais. Mais un gars qui achète au net puis qui Weber, quand il était plus jeune, c'était ça. Il achetait au net, soit rentrait, soit se créait un rebond qui était juteux. Ben, Goulet, c'est pas Weber, mais c'est un peu ça qu'on voit. Il est un peu plus mobile qu'il l'était, un peu plus léger, si on veut, là. Il est moins méchant sur les open ice hits puis sur les plaqués sur le long de la bande qu'avant, mais c'est bien parce qu'il sort moins du jeu. Parce que se sortir du jeu comme Romanov le faisait avant d'être scratché, on voit ce que ça fait, ça déstabilise absolument tout. Puis Goulet, là, il fait vraiment moins, il est vraiment plus sur le bâton puis utiliser sa mobilité pour suivre le joueur pour pas qu'il se fasse déborder. Puis c'est exactement ça qu'on demande à un joueur de son gabarit. Tu le jeu long la bande, le genre de cône là, que tu peux faire sur le bord de la bande pour tuer un jeu de l'ailier. C'est ça qu'il va faire, c'est ça qu'on veut. Puis en avant du net, là, tu peux être mean. Donne des coups de bâton, donne des mises en échec. Légal. Ça a changé un petit peu, là. Mais tu sais, ce défenseur-là, l'année prochaine, je crois, va s'insérer très facilement dans le corps défensif des Canadiens de Montréal, surtout si Sherrod part, puis si Kulak part aussi. Parce que, tu sais, d'après moi, il y a une place pour Harris, Goulet, peut-être Norlinder à droite, mais tu sais, ça ferait 4 défenseurs. Romanov, Goulet, Norlinder, puis Harris. Ça te fait 4 défenseurs vraiment jeunes. Je sais pas ce que ça va donner, sauf si peut-être Norlinder pourrait accepter d'être en Ligue américaine. On verra. Mais il faudrait vraiment. Tu sais, Goulet, on le cachera pas, TSLH Espoir l'adore. Tout le monde de TSLH Espoir l'adore. On a chialé à sa sélection, mais une fois qu'il est dans l'organisation, t'as pas le choix de vivre avec. Donc, il est bon. C'est un choix safe, ça demeure un bon choix. Pas le choix de l'aimer. On parlait tantôt que... Ouais, tu sais, moi, l'année du draft, je l'avais pas, je le connaissais pas. Tu sais, moi, c'est le repêchage 2020, je l'ai pas scouté comme que je fais depuis l'année passée, là. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que j'aurais préféré Mercer pour des raisons que le gars, il est dans Q, puis j'aimais bien sa façon de jouer les rares fois que je l'ai vu jouer dans la LHGMQ. Puis, tu sais, je dis même pas ça parce qu'il joue bien cette année, là. Tu sais, on pourrait réécouter les épisodes, puis c'est vraiment ce que je souhaitais. Mais maintenant, je suis très satisfait de la sélection de Goulet. On parlait que son jeu physique, c'était pas lui qui donnait les plus grosses mises en échec, flashy, pis ça, mais je pense que tu veux parler d'un défenseur que lui, par exemple, il t'en donne des bonnes mises en échec solides. C'est Monsieur Arbor Tchekash. Je sais pas si c'est son nom sur le sens. Je pense que c'est Jack. Je pense que j'ai écouté avec le son. C'est rare quand même que ça arrive. C'est Arbor Jacky. C'est comme Dr. Hyde et Mr. Jekyll, c'est Jacky. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trop Yeri Sekach dans la tête, fait que c'est pour ça que je dis ça. Mais je pense que il a quand même tombé dans l'œil des partisans qui ont écouté les matchs intra-équipe dans le camp des recrues. Après ça, dans le camp d'entraînement. En tout cas, on avait des bons commentaires sur lui, sur le texte que tu as fait. Ouais, moi, sérieusement, dans le camp d'entraînement, il m'a vraiment titillé. Puis j'étais content qu'il signe. J'étais comme, bon, enfin, un joueur autonome de 20 ans qui signe avec le club puis que j'aime bien. Fait que je me suis dit, plus tard dans la saison, je vais aller le revoir. Puis j'ai décidé de le faire en fin de semaine, la semaine passée. En fin de semaine, j'ai écouté 6 matchs de lui, mais il y avait juste 6 matchs de disponibles. La journée que j'ai publié, il y en a 2 autres qui ont popé, mais là, j'ai pas regardé. Il produit quand même un bon rythme. Il y a 11-13 en ce moment. Non, c'est pas 11-13, c'est... non, c'est ça, il y a 11-13, je pense. En tout cas, bref. C'est pas grave. Écoute, il est comme dans le camp d'entraînement, mais plus confiant. Dans le fond, il est dégourdi. Je le trouve vraiment... C'est vraiment le mot que j'ai utilisé pour lui dans mon texte. Dégourdi. Il a pas peur, vraiment pas, de transporter la rondelle, malgré son 6 pieds 4, 225 livres. Il transporte la rondelle, ça va quand même bien, sérieusement, il a une bonne mobilité. C'est pas un gars hyper agile là, comme Harris peut l'être ou Norlinder. C'est vraiment plus ligne droite.
Mais tu sais, il va être capable quand même de contourner les joueurs ou de pas se compliquer avec une petite passe ou de la lober dans le fond de la zone. Puis s'il fait de l'échec avant, watch out au défenseur qui va chercher à la puck dans le fond de la zone, il se gênera pas. Mais ça arrive pas nécessairement souvent. C'est probablement peut-être plus une question de système de jeu, mettons. Mais tu sais, ça arrive qu'il monte la puck, puis je déteste vraiment pas ça. Il va pincher un peu à sa ligne bleue. Je l'ai vu une couple de fois qui disait si l'attaquant il avait été un peu plus allumé, ça aurait pu être dangereux, mais ça a marché. Pas chialer, hein? Ça a marché. Puis il réussit à récupérer la rondelle, il la monte. Devant le net, il est méchant, mais j'aimerais qu'il soit un peu plus. Mettons que, tu sais, le monde, quand j'ai fait mon texte, il commentait, il ressemble à Ben Sherrod, comme tu le parles. Ben oui, il ressemble vraiment beaucoup à Ben Sherrod, sérieusement, mais en moins méchant, donc pogne pas mal moins de pénalités stupides, puis en plus agile un petit peu, mettons. J'aime Ben Sherrod, des fois, il va nous impressionner, il va monter à la puck, mais il le fait pas souvent. Mais Jacky, il fait à tous les matchs. 2-3 fois par match, il va le faire. Puis, le long de la bande... Sherrod, quand il monte la rondelle, c'est pas, c'est plus, mettons, au ralenti, le temps de prendre les options, le temps d'attirer un peu plus la pression parce qu'il est capable de refiler après aux alliés. C'est pas lui qui va partir en sprint, en malade. Là, fait que tu me dis que ça ressemble un peu à ça. Oui, mais tu sais, il y a un... Jacky, oui, mais il y a un peu plus de conscience, un peu plus de créativité, mettons, avec la rondelle, mais c'est un gars de 20 ans dans une ligue junior. Ouais. Fait que même Sherrod à 20 ans, probablement, qui était comme ça. Je l'ai pas regardé Sherrod quand il avait 20 ans. Mais si tu mets Sherrod dans... Si Chaka, il est pas constamment rendu en offensive puis qu'il monte rarement en offensive à 20 ans dans le junior, on peut considérer que c'est pas mal plus un stay-at-home defenseman que d'autres choses. Pour plus tard, mettons, là, que ça sera pas sa tasse de thé de monter à rondelle. Là. Non. Ben, probablement pas, mais il démontre quand même une habilité à le faire. Au moins 2-3 fois par match, il va le faire. Fait que, c'est quand même intéressant de le voir. T'sais, en ce moment, à 20 ans dans OHL, c'est un two-way. Je le considère personnellement comme un two-way. Qui est physique, qui a pas un mauvais shot, mais j'aimerais voir un peu plus diriger des rondelles au net, sérieusement. Il y a, je pense, c'est 4 buts cette passe. Je pense que c'est ça, là, c'est quand même assez intéressant. Mais les matchs que j'ai eus, il a juste fait 2 buts. Fait que c'est pas des matchs que j'ai vus où il a été hyper offensif, ce qui est quand même bien. Mais il va jouer sur l'avantage numérique, il va jouer sur le piqué aussi. C'est comme un homme de confiance qui a vraiment bien qui s'est vraiment bien développé dans les 2 dernières années. L'année passée, il n'a pas joué. Puis là, 2 ans, il a joué, je pense qu'il a fait 17 points en une 50aine de matchs. Fait que tu sais, c'est vraiment une belle trouvaille. Sérieusement, là, je trouve vraiment que c'est une belle trouvaille du recruteur de la Ligue de l'Ontario. Et bien content de l'avoir dans l'organigramme. L'année prochaine, il va probablement jouer à Laval ou bien à Trois-Rivières. Probablement entre les deux, mettons, vu que tu sais, à gauche, on est pas mal booké. Je l'ai pas vu jouer beaucoup à droite. Mais ça arrive souvent qu'il va le faire pareil parce qu'il est quand même bon dans les permutations avec son coéquipier. Ça va arriver quand même souvent qu'il va changer de position avec son coéquipier droitier. Donc, gardez ça en tête. Puis moi, je vais continuer à le regarder. Probablement après Noël, je vais me refaire un petit blitz là, de 5, 6, 8 matchs. Là. Puis on va reparler dans le TSLH podcast, puis je vais refaire un texte aussi dessus. Parce que je risque de faire ça plus cette année, de pas nécessairement regarder tout le temps les espoirs des Canadiens, mais juste me dire, OK, ces 3 semaines-là, je regarde 5 matchs de chacun qui m'intéresse, puis je fais un texte par personne, puis après ça, j'en parle dans un ou 2 TSLH podcasts. Bref, gardez-le en tête. 6 7e défenseur dans le national de hockey. S'il se développe encore plus, peut-être 5e. On verra sérieusement. Là. Puis au pire, il sera un très bon élément pour Laval. Ça semble être un cas de défenseur que s'il y avait eu une saison dans la Ligue de l'Ontario l'année passée, qui aurait probablement été repêché. Oui, il aurait été repêché à 19 ans. Moi, je suis sûr et certain qu'il aurait été repêché à 19 ans l'année passée si ça avait joué. Parce qu'il y a 17 points en 50 matchs, que tu peux pas l'évaluer dans un camp et tout, ça demeure quand même risqué vu que tu as 2 ans pour le signer. Parce que, tu sais, mettons que quelqu'un l'avait repêché à 18 ans, il aurait fallu qu'il signe là, t'sais. Fait que, je suis quand même content de son cheminant, puis qu'il arrive chez le Canadien, puis qu'il soit signé. Tu sais, il a vraiment été bon cet été, là.
sais, on voyait jouer, puis on était comme crime, c'est lui qui est le plus près de la nationale de hockey avec Goulet. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Il est gratuit. Fait que, non, bien content. Tu sais, fondez pas gros d'espoir dessus, ça sert à rien. Il y a plein d'autres joueurs, défenseurs gauchers. Il va faire son temps. OP, il arrivera à 23 ans. Il a le temps, il n'y a pas de problème. C'est un gars qui est né en janvier. Donc, il va avoir 21 ans dès janvier, si je me souviens bien. Donc, tu sais, il a le temps, là. 23, 24 ans, OP, il n'y a pas de problème. Il fera un rôle de profondeur, spécialiste sur les unités spéciales en désavantage numérique. On verra ce que ça va donner. C'est juste une bonne signature. C'est vraiment une bonne signature. Tant qu'à avoir Wallet. Ouais. On va poursuivre, Pascal, dans ta chronique. Il te restait combien d'espoirs à peu près que tu avais préparé pour ce soir? Un autre? Il va me répondre 40. C'est ça. Ouais, je pourrais t'en parler pas mal. Non, mais le Canadien, j'étais rendu à, mettons, Sean Farrell, je l'ai regardé hier, 3 matchs, mais je vais en regarder 2 autres pour vraiment me faire une meilleure tête. Mais Yann Michak, je vais parler de Yann Michak avant. OK. Farrell, on en reparlera au pire dans un prochain podcast, il n'y a pas de trouble. Je me semble que j'en avais parlé dans le Scoutcast anyway, que je l'avais regardé. Là. J'avais regardé Goulet, Farrell puis Dobish dans le fond. Fait que c'est vrai. On en reparler une autre fois. Fait qu'on peut closer ta petite chronique avec Yann Michak. Je suis curieux de voir comment que ça se passe pour lui. J'ai pas regardé les Bulldogs encore cette année. Dans OHL, lui aussi, qui joue dans la OHL. Tu sais, Yann Michak, là, c'est pas le gars que vous remarquez tant que ça dans une game. Tu sais, je le compare pas à Plekanec, là, mais tu sais, Plekanec, c'est pas un gars que tu remarquais beaucoup dans une game. Puis m'amener plaque, sortait ses mains, ça faisait 2 passes en game, mais tu l'as quasiment pas vu. Mais Yann Michak, c'est un peu la même aura, si vous voulez, là, mais niveau marqueur de but. Okay? C'est pas tous les mêmes joueurs. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais c'est un peu le sentiment qu'on a quand on regarde un match de lui. Sauf si tu prends un shift by shift, c'est rare que tu fais crime. Yann Michak, on l'a vu partout, ça. On le voit tout le temps sur la glace. Non, il est partout. T'en étant nulle part en même fois. Tu disais ça l'autre jour pour un joueur, puis ça s'applique tellement bien à Yann Michak. Ouais, c'était pour Connor Geeky. Pour le repêchage 2022. Il est partout, mais il est nulle part en même temps. Ouais. C'est vraiment ça pour Yann Michak. Parce qu'il se replie tout le temps, il joue au centre, des fois à l'aile, là, mais il joue au centre, il se replie, il appuie super bien, il fait des touches de rondelles vraiment rapides pour l'envoyer à son coéquipier en zone libre pour aider à la relance. En offensive, même affaire. Il n'a pas peur de jouer devant le net, le long des bandes, mais il est plus au bout du bâton, mais il est plus fort qu'on peut penser, à mes yeux, puis il a une bonne bine. Il a vraiment un bon shot. Vraiment, vraiment. Puis il est dangereux je pense qu'il y a 12 buts en 15 matchs. Si je me souviens, il faudrait vraiment que j'aille voir. Là. Sérieusement, moi, c'est un de mes prospects préférés des Canadiens de Montréal. Je le voyais en première ronde dans le top 20 en 2020. Quand il est tombé dans le 40e, 46, 47, 44, 45, je ne me rappelle plus. J'étais vraiment content. C'est un vrai régal. J'étais vraiment content, sérieusement. Et excuse-moi, Matt. Le podcast est commandité par Frosted Flakes. Commandité par un Cravings de Pascal qui a faim de manger des Frosted Flakes. Hey, mais pour ton information, Pascal, Yann Michak est présentement à 13 buts en 16 matchs cette saison. Okay. Ouais. Quand j'ai publié mon texte la semaine passée, il était en... OK, c'est bon, 12 en 15. Yes. Il domine. Sérieusement, moi, je trouve personnellement qu'il domine. Mais en ce moment, ce qu'il fait, c'est qu'il développe son jeu. Il retrouve sa touche. Il retrouve sa touche offensive qu'il n'avait pas perdue l'année passée, mais dans son pays et dans la ligne américaine, il n'était pas utilisé beaucoup en offensive. Il était vraiment plus sur sa défensive. Fait qu'il a développé son côté défensif. Là, cette année, il développe son offensive, son shot, la façon de se démarquer, d'utiliser ses coéquipiers, d'utiliser la périphérie, mais aussi le centre. Et il se place vraiment bien dans l'enclave. Bref, c'est lui un peu la pierre angulaire de l'attaque avec les Bulldogs, puis avec raison. Je crois que c'est le capitaine, si je me souviens bien. Fait que, écoutez, moi, je l'adore, Michak, fait que je suis peut-être pas super impartial, là, mais j'adore ce joueur-là. Je le vois, Simon Servant aussi, je pense qu'il l'avait dans son top 10 au repêchage 2020. Je le vois dans Yassana de hockey. Je le vois surtout dans un middle six, expert dans les unités spéciales.
avec un petit potentiel pour marquer des buts. Mettons un Artturi Lekonen avec un peu plus de chance, là, si vous voulez. Là. Mais bon, c'était quand même bien, là, tu sais. Ben oui, c'est parfait pour un choix de deuxième ronde. Ben c'est ça, c'est parce que Lekonen, à un moment donné, tu ne pourras pas le signer 1 an chaque année. Tu sais, il va peut-être essayer de tester le marché un jour. Là. Ben, ça prend des gars comme ça. Puis, tu sais, je regarde par rapport à ce que tu disais pour la saison passée. Je pense que la saison 2020-2021 de Michak va l'avoir aidé énormément à le rendre justement plus complet par le fait qu'il a été utilisé dans un rôle qui était peut-être moins familier pour lui. Puis il a été capable de bien performer. Moi, je me souviens les matchs que j'ai regardés de lui à Laval, là, j'aimais beaucoup ce que je voyais, mais je n'étais pas capable de l'apprécier comme toi parce que son année repêchage, je l'avais pas scouté. Fait que tu sais, j'ai pas vu sa saison qui marquait des buts, qui produisait de l'offensive. Fait que pour moi, Michak, c'était justement comme un Lekonen avec un petit peu plus de talent. Mais tu sais, cette saison en OHL, à 13 buts, là, je veux dire, là, l'offensive est là, puis en plus, toute l'expérience qu'il a acquérie contre des adultes l'année passée, à jouer sur un 3e, 4e trio dans un rôle de shutdown, ça peut le rendre vraiment, vraiment intéressant justement pour un bottom 6. Ouais, tu sais, il se positionne bien, il joue vraiment pro en ce moment, tu sais, c'est vraiment ça qu'il fait. Fait on dirait qu'il est pas tout le temps impliqué à fond, comme un peu Suzuki, tu sais, on dirait qu'il est pas tout le temps là, mais son anticipation est vraiment bonne. Fait qu'il a tout le temps un pied en avance sur tout le monde. Puis quand il faut qu'il explose, ben il explose un peu plus. Il patine un peu comme Mark Recchi, il me fait tellement rire. Simon Servin, il riait de moi un peu là-dessus parce que je le comparais à Recchi, mais sérieusement, il me fait vraiment penser à lui, un petit bulldog, il fait vraiment des petits pas rapides, en tout cas, bref, des petits pas de croche. Mark Recchi me fait penser beaucoup à mon père, fait que ça me fait royalement rire quand je pense à ça, désolé. Mais ouais, fait que là, tu sais, moi, personnellement, là, cette année, il joue en OHL, l'année prochaine, il va jouer à Laval, fort probablement. Puis d'ici 3 ans, moi, je le vois dans le national de hockey avec le Canadien de Montréal. C'est vraiment un espoir que j'adore, puis je le vois pas rater. Sérieusement, je le vois pas buster, ce gars-là. Et il est bon. C'est tout. Bah, c'est une bonne nouvelle. Écoute, on va suivre ça de près. Je sais qu'il y a quelques espoirs cette saison dans la OHL que je surveille là, pour le repêchage 2022. Fait que les matchs contre les Bulldogs, je vais porter une attention particulière. Merci beaucoup, Pascal, pour ta petite chronique Prospect CH ce soir. Je vais enchaîner avec le dernier segment de l'épisode. Comme je disais dans l'intro, un segment qui sort un petit peu des sentiers battus. Puis gêne-toi pas, Pascal, si tu veux intervenir ou si tu veux m'arrêter pour dire ton opinion, parce que ça se peut que des fois, quand je passe sur un sujet qui, disons-le, qui me fait chier pour ce qui a été annoncé là, pour le développement du hockey au Québec, ça se peut que je sois inarrêtable. Fait que gêne-toi pas C'est si bon. tu veux. En fait, pour résumer la situation, le gouvernement Legault a annoncé la création d'un comité pour revoir un peu comment on voit le hockey au Québec, la structure de développement, tout ce qui touche en fait à Hockey Québec, si on veut. Puis moi, c'est l'objectif là-dedans qui me fait chier, dans le fond. Comme je disais tantôt, l'objectif mentionné par notre premier ministre, c'est de développer plus de joueurs pour la Ligue nationale. Puis moi, ça me dérange bien gros. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu faire une chronique aujourd'hui là-dessus pour donner un peu mon opinion sur la question. Je suis pas... tu sais, j'ai pas coaché pour Hockey Québec. J'ai même pas joué dans la sphère d'Hockey Québec. Là, fait que j'ai vraiment un regard extérieur. Le seul regard que j'ai, en fait, c'est que j'ai arbitré 8 ans pour Hockey Québec. Fait que j'ai vu un peu ce qui se passait. Puis laissez-moi vous dire que le problème n'est pas particulièrement la structure en tant que telle. Je pense que ça peut être meilleur. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être ajoutées à la structure. Je pense que les écoles pourraient être mis plus à profit là-dedans. Mais je pense sincèrement que c'est un problème de culture. Puis l'annonce qui a été faite avec le comité vient clairement démontrer que le problème, c'est la culture. L'hostie de manie de toujours vouloir viser la Ligue nationale,
on s'attaque pas au bon problème, à mon avis. Tu sais, le jeune là, de 12 ans là, qui prend sa poche pour aller jouer au hockey à l'aréna du quartier, là, dans la tombe 2B, ou je sais même pas les âges, comment ça fonctionne maintenant, on va dire Pee-wee ou Bantam, ou peu importe. Il s'en va jouer dans le double lettre. Lui, là, il pense peut-être même pas à aller jouer dans la Ligue nationale. Là. Tu sais, lui, ce qu'il veut, là, c'est d'aller à l'aréna avec ses chums, jouer au hockey, dans un contexte avec une structure, puis qui veut se développer là-dedans, puis tout ça. Là, qu'on lance un comité avec l'objectif de développer des joueurs pour la Ligue nationale, je trouve que c'est manquer complètement le bateau sur ce qu'on doit faire pour développer des joueurs de hockey. Puis ça vient, ça vient d'un texte de Martin Leclerc, un excellent texte que je vous suggère d'aller lire sur Radio-Canada. Martin Leclerc a mis le doigt exactement sur ce que je trouve qui est anormal dans cette situation-là. On nomme Jocelyn Thibault à titre de, je pense que c'est PDG, directeur général de Hockey Québec. On le nomme, le gars, solide tête de hockey. On l'a vu là, avec le Phoenix de Sherbrooke, là, ce qu'il a fait. Là. Il a redressé l'organisation, ça va super bien là-bas. Nommé DG de Hockey Québec, mentionne qu'il veut prendre son temps pour analyser les choses, ne pas brusquer de décision. Et ce qu'il veut s'attaquer, lui, c'est la culture du hockey. Il trouve que c'est ça le problème. Une semaine après, annonce gouvernementale, on crée un comité qui inclut Jocelyn Thibault, mais qui a à peu près 7-8 autres personnes dans le comité. Donc, au final, tu nommes un DG, mais tu lui donnes même pas les pleins pouvoirs pour décider. Puis ce comité-là, ben, l'objectif, c'est d'amener plus de joueurs dans la Ligue nationale. Alors que le problème à laquelle Jocelyn Thibault voulait s'attaquer, c'est exactement ça le problème présentement dans le développement du hockey au Québec. Écoute, j'ai écouté sur ce débat-là, j'ai lu le texte de Martin Leclerc, et j'étais vraiment d'accord. Mais j'ai écouté aussi les entrevues de Danny Dubé et Marc Denis, qui sont pas les deux de pique, veux pas, ils connaissent bien Jocelyn Thibault, je suis pas mal sûr et certain. Donc, j'aimerais vraiment ça être un petit oiseau pour aller écouter leur conversation, pour voir c'est quoi qu'ils veulent. Puis, c'est quoi vraiment le but derrière le but, mettons. Là. Parce que, tu sais, oui, la phrase du premier ministre, amener plus de joueurs québécois dans les nationale de hockey, ça, c'est de la poudre aux yeux de politiciens. Là. Le vrai problème, c'est la culture. Mais moi, c'est l'accessibilité. Ben oui, c'est ça. Mais ça, ils vont s'attaquer à ça. Puis ça, je trouve ça bien correct. Il faut. Ça, là, il faut. C'est pas normal que c'est l'élite de la société qui ait accès à jouer au hockey de niveau compétitif. Ça, c'est anormal. Puis tu sais, de dire là, qu'ils vont amener plus de joueurs dans la Ligue nationale, là, on le sait là, que c'est politique. Là. On le sait. Ah ouais. Puis, je veux même pas embarquer dans ce volet-là parce que je suis pas un analyste politique. Là. Je suis pas Mario Dumont, là. Regarde, je travaille avec tout sur le hockey. On parle de hockey, là. Moi, le problème, c'est dans la culture du hockey, c'est l'accessibilité. Ils disent qu'ils vont la traiter. Ça, je suis parfaitement en accord. Mais le problème, c'est que, je parle de culture. Ils veulent s'attaquer au manque d'officiels, au manque d'arbitres dans le hockey. Puis je le disais avant de commencer mon point, c'est que j'ai arbitré 8 ans avec Hockey Québec. J'ai vu un peu ce qui se passe de l'intérieur. J'ai 15 ans, j'arbitre de l'Atome A et je me fais trasher pas possible par un parent dans les estrades parce que j'ai donné une punition coup de bâton à son fils. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est-tu normal? Ça n'a aucun bon sens. Tout est dans la culture. Les officiels, ils veulent plus à l'arbitrer parce que, premièrement, c'est sous-payé. Deuxièmement, tu t'en vas te faire chier à l'aréna. Même pas par les joueurs. Là. Hey, c'est rare. T'sais, à la limite, là, dans le junior, dans le midget, quand j'arbitrais, les gars avaient le même âge que moi quasiment. C'est un peu normal qu'on se trache sur la glace. Puis, à la limite, là, c'est pas si pire que ça. Là. Mais c'est-tu normal que dans l'Atome, quand le kid, il veut juste aller faire un sport,
il entend son parent dans les estrades gueuler comme c'est pas possible. Puis c'est pas la majorité. On s'entend, il y a des Christ de bons parents là, en général. Là. Mais juste ça, là, tu sais, juste la passion extrême du hockey, culturellement, ça marche pas présentement. C'est ça qui marche pas. Puis j'ai lu un autre texte qui est dans le droit qui venait rechercher beaucoup mon opinion à ce sujet-là. Pourquoi toujours parler de la Ligue nationale? Tu sais, les parents qui sont trop impliqués puis qui poussent trop leurs enfants, là, c'est toujours dans le but de les amener vers la Ligue nationale, puis ils les voient gros, puis tu sais, j'arbitrais du Pee-Wee A, puis tu sentais qu'il y avait des parents qui étaient en sacrament que leurs enfants n'aient pas fait le double lettre parce qu'ils auront donc ben pas la chance d'aller au tournoi Pee-Wee, au Colisée, puis tu sais, t'arbitres de la tome A, puis t'as des coachs qui sont vraiment en sacrament d'être là parce que leurs enfants n'ont pas fait le double lettre dans la première catégorie qu'il y a du double lettre. Tu sais. C'est tout le temps axé sur la performance. Hey, c'est parce qu'on a un réseau universitaire de hockey. On peut-tu un peu le mettre en avant? On peut-tu essayer de... Si il y a 1%, même pas des joueurs qui s'en vont dans la Ligue nationale. Là. On est en train de travailler présentement pour faire un plan pour 1%. Là. On peut-tu essayer justement de structurer puis d'encadrer nos jeunes à jouer au hockey puis aussi de continuer les études? Moi, c'est ça que je trouve aberrant là-dedans, c'est que c'est tout le temps la Ligue nationale, la Ligue nationale, la Ligue nationale. Dans les médias, on parle du Canadien, on se galvaude du Canadien, on se galvaude de la Ligue nationale, mais hey, il y a d'autres choses. Si tu te rends là, avec les Patriotes de l'UQTR, là, t'es pas censé être gêné de ça, mais au Québec, présentement, si tu joues dans le réseau universitaire de hockey, t'es jugé comme si t'avais échoué ta carrière de hockey. Puis c'est dégueulasse que ça soit ça. Moi, ce que j'avais aimé, l'entrevue de Marc Denis et Dubé, il parlait de l'accessibilité, il parlait d'impliquer plus les municipalités, les commissions scolaires, un peu comme le modèle américain, mais il parlait pas de la Ligue nationale de hockey. Il parlait de vraiment aller chercher des immigrants et tout pour leur faire connaître le sport. Le goût, il était content de parler des immigrants, puis aller les chercher avec sa petite voix cassante. Là. Mais Denis puis Dubé, lui, il parlait vraiment plus de faut que les jeunes jouent au sport pour le connaître. Le but, c'est pas d'avoir le plus de Québécois dans le national de hockey. C'est une conséquence. T'sais. S'il y a plus de monde qui joue, oui, éventuellement, il va y avoir plus de monde dans le national de hockey, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'améliorer l'accessibilité. Est-ce qu'ils ont dit le mot culture? J'ai pas de souvenir là-dessus, mais je sais que Thibault en a parlé. C'est sûr qu'il va amener le point dans le comité. Là. C'est sûr qu'il va amener le point dans le comité. Puis, tu sais, ils vont faire un rapport en avril, mais il faut qu'il y ait des suites, il faut qu'il y ait de l'argent. Faut pas que ce soit juste une promesse pour se faire réélire. Parce que c'est vraiment ça qu'ils veulent, là. Ah, mais c'est ça. Ils parlent de Québec puis tout, là, des Nordiques. Mais il faut que ça donne de quoi. C'est juste ça. On va se souvenir. Si ça donne de quoi, on va s'en souvenir. Mais il faut pas juste que ça soit politique. J'espère vraiment que ça va avoir un impact. Parce que, tu sais, moi, j'ai pas été... J'ai joué novice A, là. Tu sais, j'étais gardien de but novice A. Je suis le seul prix novice qui s'est battu dans la vie, tu sais. Qui a droppé les gants. À la mise en jeu, j'avais 5 ans. Puis je l'ai torché. Mais, tu sais, la culture de hockey, le monde des estrades, il était content. Christy, j'avais 5 ans. Ah, c'est ça. De plus que tout le monde, là. Mais tu sais, dans le temps, c'était ça. Dans le temps, mes parents étaient pas là. Fait que, tu sais, mon frère était là. Ouais! Ben, en tout cas, il était sorti, là. Mais il arrêtait pas de m'écœurer. En tout cas, bref. Mais, tu sais, en novice A, je m'étais déjà fait trasher par tous les parents. Les parents, dans mon équipe, j'avais donné un mauvais but. Ils me trashaient. Imagine, tu sais, tout ça, là, c'est comme tabarnouche. Laissez-les donc s'amuser. Tu sais, c'est un beau sport. Mais ça enlève tellement beaucoup de plaisir, cette maudite culture-là. Puis toutes les atomes, ces affaires-là, des genres de corruption un peu qu'il y a, de faire jouer les meilleurs joueurs, laisser sur le banc les moins bons, puis tout oui, ton jeune est bon, mais si tu fais pas telle affaire, mais je le ferai pas jouer, je m'en calisse. Tout ça, là, il faut que ça change. Puis c'est pour ça que impliquer les écoles et les municipalités là-dedans, selon moi, ça va aider beaucoup. Mais est-ce que ça va changer la culture? Non, il faut travailler vraiment beaucoup là-dedans. Exact. C'est dur. C'est dur à changer. On va donner un exemple avec ce qu'on a parlé aujourd'hui dans le podcast, mettons. Je parlais tantôt que le réseau universitaire
de hockey que je connais pas beaucoup, là. Tu sais, je fais mon mea culpa, là. Je m'informe pas nécessairement sur ce réseau-là. Je sais qu'il existe, je sais qu'il y a des équipes au Québec, mais je suis pas un connaisseur de ce réseau-là. Mais justement, tu sais, ça serait quand même bien qu'on le promouvoie auprès de nos kids. Mais quand tu regardes la réaction de certains amateurs, parce que Jordan Harris préfère aller à l'université plutôt que d'aller dans le Canadien de Montréal, puis qu'il y a certains amateurs qui sont insultés de ça, comment veux-tu qu'ils répliquent la même chose avec des enfants, avec des kids, tu sais, de promouvoir l'école aussi, tu sais, c'est tout là-dedans, tu sais. Puis moi, je suis vraiment, si améliore l'accessibilité au sport, déjà en partant, c'est une victoire, à mon avis. Puis c'est pas, tu sais, ma montée de lait par rapport à ça, là, c'est pas de rendre le hockey non compétitif, puis de dire l'important c'est de participer, puis tu sais, non, là, c'est pas le but, là. J'ai joué du compétitif toute ma vie au baseball. Tu sais, j'ai joué dans les réseaux, tu sais, scolaires, Midget 3, Junior Elite. Tu sais, j'ai joué de la compétition, j'ai grandi là-dedans. Je serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui sans cette compétition-là, sans cet encadrement-là. Fait que c'est pas une question d'enlever ça. Puis je pense aussi que tu parlais, mettons, en série, si tu joues mal, t'es benché. Je pense que c'est des apprentissages dans la vie qui sont importants pareil. Je pense qu'il faut que les kids vivent des échecs à un moment donné parce qu'on s'en va vers... En tout cas, c'est mon aspect social, là, mais on s'en va vers une génération qui se fait dire non. Il y a des situations qu'il faut que tu dises non, là. On s'entend. Je dirais pas là-dedans. Oui, mais je parle plus je parle plus de la corruption souvent, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Genre, mettons, le coach, il s'entend bien avec un parent, fait que, ben, si j'ai le choix entre toi et puis toi en finale, moi, il y a avec toi, là. Ouais, c'est ça. Les contacts font tout, c'est tannant, là. Ouais, c'est ça. Exact. Ben, ça, faut effectivement que ça change. Tu sais, je pense que ça vient avec l'accessibilité. Mais tu sais, c'est ça. Le but, c'est pas d'enlever la compétitivité. Faut que les jeunes vivent des échecs. Faut que tu vives des défaites. Faut que tu vives des refus d'un coach de te faire jouer. Tu grandis là-dedans. Puis c'est un peu ça la culture aussi. Là. Tu sais, moi, de ce que j'ai pu observer là, de mes dernières années d'arbitrage, c'est que tu dis une critique constructive à un joueur, puis tu sais, automatiquement, ça vaut rien ce que tu dis, puis non, moi, ce que je fais, c'est correct, puis tu sais, ça vit plus le refus un peu. Tu sais, faut que ça change à un moment donné, là, tu sais, il faut que ça soit mieux structuré, puis je pense que ça part, tu sais, il y a d'excellents coachs bénévoles, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait de l'argent qui soit injecté pour avoir des coachs qui sont formés adéquatement, là, tu sais, et ça part de là. Mais ce qui me fâchait beaucoup de ce dossier-là, c'est vraiment la phrase de produire plus de joueurs de la Ligue nationale. Ça ne changera strictement rien, à mon avis. Si on rend le hockey plus accessible, peut-être qu'on va découvrir des joueurs qu'on n'aurait peut-être pas découverts parce que, mettons, le stock de goalers te coûte 3000$, puis il faut que tu le changes à tous les 2 ans parce que tu grandis. Moi, je grandissais tellement. C'était ça. C'est ça. T'sais, moi, j'étais goaler quand j'étais plus jeune aussi, puis là, c'est plus le cas, je suis joueur, mais j'étais goaler avant, puis mon frère puis moi, on pognait pas de la même mitaine. Fait qu'à chaque année, il fallait que... Je pouvais pas reprendre le stock à mon frère pour les mitaines, les bâtons, tout ça. Fait que, bref, ça et moi, en 3e année, je mesurais 5 et 6 au primaire. Ouais, c'est ça. Fait qu'à chaque année, tu changes de stock. Mais j'ai grandi vite. J'ai arrêté en secondaire 2, mais... Secondaire 2, 6 pieds 2. Hein? C'est ça. J'ai grandi en maudit. Là. C'est ça. Fait que c'est un dossier qui est quand même politique. Fait que tu sais, j'ai comme un peu plus donné mon opinion que de rentrer en profondeur là-dedans parce que tu sais, il y a beaucoup de questions de budget aussi, les enveloppes budgétaires, ce que le gouvernement Legault veut faire par rapport à ça. Je suis optimiste par rapport à l'accessibilité, mais j'espère que Jocelyn Thibault va tenir qu'il va mettre ses culottes, qu'il va tenir son bout avec ce qu'il voulait faire à la base, de changer la culture du hockey, puis que ça va passer dans le comité, parce que si on s'attaque pas à ça, ça va avoir été finalement un désastre de faire ce comité-là, ça va servir à rien.
Écoute, dans les mots de la bouche. Moi, je suis content au moins que ce soit des têtes qu'on aime bien. Dubé, il a coaché pas mal. Denis, veut pas, c'est un des meilleurs analystes au Québec quand même. Puis Thibault, ben c'est ça. Une bonne tête de hockey aussi. J'espère que l'hypothèse de faire un programme national comme le programme national américain, de faire un programme national québécois au pire pour la LHJMQ, ou peut-être même canadien, peu importe. Ou qu'on joint ça avec l'Ontario ou quelque chose. Mais un programme national pour vraiment aller cibler l'élite pure que tu fais jouer contre des plus vieux. Après ça, ça libère de la place pour du monde. Ça libère de la place pour des joueurs qui auraient probablement même pas eu d'espace pour jouer dans un calibre qui serait capable de jouer. Tu sais? J'en ai souvent parlé, je pense que j'en avais parlé dans le podcast, j'ai fait un texte là-dessus, mais moi, un programme national comme on a aux États-Unis, là, je suis pour à 100%. Ça se fait au baseball, puis je comprends même pas pourquoi ça se ferait pas au hockey présent. C'est pas, tu sais, quand on parle de ça, c'est pas juste un U18, là, c'est un U19, c'est un U14, un U15, un U16. Tu sais, t'as plusieurs niveaux de hockey puis tout, puis tu peux développer les jeunes avec un programme spécialisé là-dedans, qui est souvent scolaire. Fait que c'est pas mis de côté, faut que tu sois bon à l'école aussi. Fait que, tu sais, tout ça, là, c'est une culture, ça serait une culture pas mal plus saine pour l'élite, puis pour tout le monde, pour le reste. Tu sais, aux États-Unis, t'as la USHL, que le programme est dedans. Mais toutes les autres équipes, ils ont des excellents joueurs de hockey, là. C'est pas parce qu'ils sont tous dans la même équipe, non, pas toutes. Des fois, ils sont torchés, là. Fait que, tu sais, ça serait la même affaire ici aussi. Moi, je serais vraiment content, sérieusement. Ça serait tellement le fun au niveau du scouting, là. Sérieusement, pour suivre. On va commencer de bonheur. Non, mais dans LHJMQ, il y aurait peut-être une équipe dans LHJMQ de ça. Oh oui. Ça serait vraiment hot, là. Ça attirerait les foules. Je suis sûr, ça attirerait les foules. Tu sais, que moi, mettons, Mercer n'avait pas été dans les Saguenayens, puis il a été dans le programme. Je m'en fous, je serais allé voir les Saguenayens pareil. Est-ce que c'est ça pour toutes les équipes? Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il réussirait à... Tu sais, Félix Lafrance, en ce moment, c'est le deuxième meilleur marqueur de... Il n'aurait pas été dans le programme, mais il produirait pareil. Ça attire les foules pareil, ça aussi. Fait que, tu sais, moi, je suis pas mal sûr que ça fonctionnerait, sérieusement. Mais, tu sais, on est deux gars devant leur ordinateur qui font un podcast, on n'est pas là-dedans, là, mais... On changera pas le monde en soi. Je suis sûr que ça marcherait. Pour chacune des provinces, au pire, t'en fais une. Puis après ça, tu fais un tournoi à la fin de l'année qu'ils se prennent tout ensemble. Je suis persuadé que tu as des excellents joueurs juniors 3A présentement qui pourraient très bien rouler leur boss dans la LHJMQ s'il y avait la place pour le faire. Puis ça, en enlevant, entre guillemets, les U18 pour les mettre dans un programme national, tu fais de la place pour ces joueurs-là. Puis on avait eu la discussion sur le podcast, la préoccupation première de Max, qui est quand même assez, tu sais, je veux dire, il connaît le circuit Courteau, là, il travaille pour les Foreurs de Val-d'Or. La plus grosse préoccupation, c'est l'aspect monétaire. C'est les foules, c'est les gens veulent se déplacer pour voir un Mercer, tu sais, tous les joueurs, là, c'est parce qu'on l'a nommé, là, Mercer, puis il se fait tard, fait que le name dropping est moins facile, mais tu sais, tous les joueurs, dans le fond, qui ont été repêchés en première ronde, tout ça aurait passé là, dans le programme national. Ben ça, tu les enlèves des équipes, ben ça fait de la foule de moins, ça fait des revenus de moins. Ah, mais c'est parce que les foules, là, même avec les joueurs présentement, ils baissent. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, on peut-tu arrêter de penser aux crises de profit des équipes puis de penser justement au développement des joueurs, tu sais? C'est justement le thème de ça. Fait que je sais pas. Peut-être ça va être à l'ordre du jour, on ne sait pas. Puis si ça épure un peu les équipes, c'est-à-dire que faut que tu fasses monter des jeunes un peu plus, puis qu'en fin de compte, ils produisent puis ils se développent encore plus, mais ça va amener plus de joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Il va y en avoir plus qui vont être repêchés. Ça découlerait directement de ça. Fait que, sérieusement, moi je suis d'accord avec ton idée. Là. Je donne encore je donne encore l'exemple de l'excellent joueur Junior 3A qui n'a jamais sa place pour jouer dans la LHJMQ avant 20 ans parce qu'il n'a jamais eu de place, puis à cause, mettons, que l'équipe qui appartient, qui obtient ses droits, en fait, aspire à la Coupe du Président, fait qu'ils remplissent, ils foulent leur équipe, tout ça, fait qu'ils n'ont jamais de place pour cet excellent joueur-là de Junior 3A,
ben, il pourrit dans le Junior 3, qui est une bonne ligue pareil, mais il reste là, il est jamais capable. Mais ça peut être un gars là, que dans la GMQ, il connaît du succès, puis hop, il se pogne un contrat Ligue américaine ou qui s'en va avec les Lions. Avec les Lions, c'est tellement important, ça, là. Sérieusement, oui, c'est vraiment important. C'est la suite logique. En tout cas, regarde, Pascal, on fera pas le monde à soir, mais non. j'espère que, en tout cas, ça va être au moins discuté. J'aimerais ça. Parce que, comme je le dis, il reste où, Thibaut? On va y aller. Non, mais tu sais, je le dis, au baseball, ça se faisait dans mon temps. Là, dans mon temps, là, je parle comme si j'étais une vieille croûte, là, mais ouais, tu sais, pas 30 ans, mon petit. Non, mais dans le temps que j'étais dans le programme U17, là, ça se faisait aussi des programmes U17, U18 au baseball, puis ça se faisait avec l'Académie de baseball du Canada à Montréal, ça se faisait. Puis Baseball Québec, là, c'est en hausse au niveau du développement pour leur structure puis tout. Puis l'année passée, ou il y a 2 ans, je pense, ils ont encore restructuré pour encore améliorer le développement puis tout ça. Puis de plus en plus, on produit des joueurs. C'est tough aller dans MLB, là. C'est pas la même réalité. Là. Mais non, mais même les ligues professionnelles, c'est quand même pas ça. Il y a plein d'autres ligues professionnelles puis tout. Fait que, tu sais, si le baseball a été capable de le faire, je veux dire, c'est le même gouvernement qui gère Hockey Québec. Là. Je vois pas pourquoi ça serait impossible à faire. Culture. Il y a beaucoup de monde qui veut jouer. Il y a beaucoup de monde qui veut jouer. Vraiment beaucoup de monde qui veut jouer. Ben, oui, mais de moins en moins. Puis les inscriptions de baseball puis de basket, ça augmente. Parce que les Blue Jays, ça va bien. Puis les Raptors, ça allait bien. Fait que, tu sais, mais c'est parce qu'il faut que tu ramènes le monde au hockey un peu. Mais c'est ça. C'est une question de culture. Le baseball, les gens voient ça comme un loisir. Le basket, même affaire. Mais le hockey, c'est Ligue nationale. C'est ça. Moi, j'ai 2 jumeaux, là. J'ai deux jumeaux de 2 ans, là. Écoute, les Poirier Lapointe, let's go. Je veux pas qu'ils jouent au hockey. Mais s'ils veulent, ça sera ça, là. Ah ouais. Hey, c'était bien le fun comme épisode, Pascal. On prend ça avec Max dès qu'il est disponible. Sinon, prochain épisode, par exemple, avec Simon Servant, TSLH Espoir qui se réunit pour une partie de TSLH Espoir qui se réunit pour qu'on parle de notre top 32 préliminaire pour le repêchage 2022. Je devrais être je vais le closer mon top 32 aussi. Je vais être prêt pour l'épisode, Pascal. Fait que ça va être bien plaisant. Assurez-vous de nous suivre pour pas oublier pour voir cet épisode-là. Le top 32, je sais que c'est un épisode qui est apprécié de nos auditeurs. On vous remercie beaucoup de nous suivre. Partagez le podcast comme à l'habitude, je le dis souvent, mais qu'on continue de le faire, partagez le podcast, likez les podcasts, retweetez, suivez-nous sur Twitter aussi. Dans la description de l'épisode, on a nos comptes Twitter aussi, vous pouvez vous abonner. On fournit le groupe Facebook aussi. Oui, le groupe Facebook, Forum TSLH pour les drafts. Vous pouvez marquer Forum TSLH, vous allez le trouver sur Facebook. Beaucoup de discussions sur les pools. C'est très actif, très respectueux. On apprécie beaucoup. On salue aussi les gens qui font partie de ce groupe-là. On apprécie énormément l'apport de tous sur ce groupe-là. C'est vraiment une belle communauté. On aime ça. Ouais. On n'a aucune modération à faire. Sérieusement, c'est fou, là. Sur Internet, 500 personnes dans un groupe, pas aucune modération. Aucune. Ouais, c'est vraiment cool. c'est impossible. Cool. On est vraiment contents. Puis n'hésitez pas, les personnes qui nous écoutent puis qui sont dans le forum, de nous imposer des sujets. Hey, parlez donc de ça, j'aimerais ça. Moi, allez-y, si vous avez un espoir des Canadiens ou dans notre équipe. T'sais, moi, peut-être que dans les chroniques, ça va être, on va discuter de Seth Jarvis, on va discuter de Cole Perfetti, moi, ça me dérange pas, ça. Si vous avez des suggestions, allez-y, je suis bien open. Ouais. C'est pas long à écouter des matchs pour moi, là. C'est vraiment pas long. Puis au pire, dans la fin de l'année, au repêchage 2022, j'aurai 5 écoutes de moins pour ces prospects. Je m'en fous. Ouais, puis tu sais, on parlait qu'on restructurait, on recadrait un peu le podcast, mais tu sais, les épisodes réguliers qu'on va faire, Pascal, moi et Max, tu sais, on va se créer chacun une chronique comme on a fait aujourd'hui. Donc, si vous avez un sujet que vous voulez qu'on traite, écrivez-nous, puis on va dig down dedans, puis on va vous présenter du mieux qu'on peut nos observations sur ce sujet-là que vous nous proposez. Puis les épisodes sur les prospects, on va se structurer pour vraiment aborder des thèmes, exemple, le programme, la Suède, le World Junior, tout ça. Fait que
Fait qu'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. Exact. C'est ça, le prochain épisode, le Top 32, il va y avoir un peu de répétition parce que j'en ai parlé beaucoup depuis le début de l'année. Mais à partir de là, ça va être moins pire. Yes. Fait qu'on vous remercie à tous, puis on vous dit à la semaine prochaine pour notre top 32 préliminaire, le première ébauche de nos top 32 pour le repêchage 2022 du TSLH Espoir.